La révélation tant attendue sur Oden Kozuki se dévoile enfin dans ce chapitre 1008 intitulé Ashura Doji, chef des voleurs du mont Atama. Le jeu des faux-semblants se poursuit au théâtre des illusions avec le retour de deux personnages considérés morts par le public et qui poursuivent leur manipulation dans l'ombre. La scène bat son plein et c'est au dôme que ce chapitre atteint son climax. Les supernovas sont en difficulté face à nos deux empereurs, parés de leur transformation la plus ultime. Kaido a désormais pris sa forme hybride et les choses sérieuses vont désormais pouvoir commencer. Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1008. L'attente était longue mais nous y sommes enfin. Plein de rebondissements qui annoncent de nouveaux combats et qui redistribuent les cartes. Alors avant de commencer cette analyse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et surtout laisser un petit like pour soutenir mon travail. Je vous en remercie et c'est parti. Le rideau s'ouvre à nouveau sur Oden Kozuki, faisant face au fourreau rouge. Leur maître disparu il y a 20 ans est toujours en vie. Un véritable choc pour ces orphelins dépeuplés par la perte de leur daimyo. Et c'est le cœur serré qui tente de comprendre comment tout ça est possible. Oden leur explique que le pouvoir de son épouse Toki l'a fait venir du passé pour prendre sa revanche sur l'indestructible Kaido. Il est désormais temps pour eux de joindre leurs forces et accomplir leur destinée. Mais coup de théâtre, Ashura Doji leur hurle d'arrêter et qu'il s'agit d'un leurre, ce n'est pas leur maître. Raizu acquiesce et leur demande de se souvenir des mots de Toki. Il est impossible pour les hommes de retourner dans le passé. Rien ne pourra jamais ramener leur maître, ce qui signifie que l'homme qui se tient face à eux n'est qu'un usurpateur. Ces mots paralysent Kinemon et c'est alors qu'Oden profite de cette opportunité pour dégainer son sabre. Ashura lui hurle de se réveiller et frappe Kinemon tout en assénant un coup au visage d'Oden qui ne saigne pas. Malheureusement, la lame d'Oden transperce le ventre d'Ashura qui s'écroule au sol. Les fourreaux rouges sont sous le choc et passent à l'attaque. C'est l'heure de la grande révélation. Oden Kozuki n'est autre qu'une peinture de Kanjuro Kurozumi. Kiku admet ne pas avoir eu le courage de la battre durant son affrontement. Mais Ashura Doji la rassure, lui expliquant que la lame ne peut être aussi tranchante quand il s'agit d'un nakama. À nouveau, l'amitié de ces samouraïs se retrouve tourmentée et cette fois, c'est Denjiro qui décide de combattre le faux Oden. Pendant ce temps, les autres partent à la recherche du vrai Kanjuro, mais il leur explique que c'est une perte de temps. Notre peintre est parvenu à retrouver leurs traces grâce à l'appel de Bao Wang et a alors envoyé un de ses clones d'encre pour créer une diversion. Cela lui coûte beaucoup d'énergie, mais il n'en a que faire. Son objectif n'a pas changé, il veut tuer le dernier héritier Kozuki et se dirige droit en direction de Momonosuke. Sur ces mots, le faux Oden dévoile sa carte secrète. C'est une mission suicide. Son corps est entouré d'explosifs et il vient d'allumer la mèche pour se faire disparaître ainsi que les fourreaux rouges. Ashura Doji le comprend très vite et ordonne à ses amis de partir immédiatement à la recherche de Sire Momonosuke. Et c'est ainsi que Shutenmaru saute sur le faux Oden et traverse la fenêtre les entraînant vers le bas en lui adressant ces derniers mots. Ne t'avise plus jamais de salir la mémoire d'Oden Kozuki. Et boum! L'explosion est si grande qu'elle expulse les fourreaux rouges hors du champ. Sous cette gigantesque fumée, on ne perçoit plus qu'une épée et le corps d'Ashura sans vie. Kanjuro offre son final, devenir un Kozuki, décimer les Kozuki et mourir. Telle aura été sa vie, une pièce de théâtre magnifique. Une vive colère s'empare alors de Kinemon et des fourreaux qui foncent vers la sortie. Mais un invité inattendu les attend. Jack apparaît et leur bloque la route. La calamité signe son grand retour pour un troisième round face à eux. Il a été retardé par les Minks qui ont tenté tant bien que mal de protéger leur roi, mais en vain. Inuarashi se dresse alors face à lui et demande aux autres de partir, il sera son adversaire. Jack lui fait savoir que cette fois, la pleine lune ne lui viendra pas en aide. Ce à quoi Inuarashi lui rétorque qu'ici non plus, il n'y a pas de gaz toxique. Ils sont à armes égales et tous deux blessés. Il est désormais temps de déclarer le grand vainqueur de ce duel de bêtes. Le grand débat qui s'est poursuivi durant 2 semaines dans la communauté One Piece vient de se clore avec cette révélation. Oden n'est pas Onimaru et n'est pas non plus venu du passé, mais confirme bien mon hypothèse selon laquelle il s'agissait d'une peinture de Kanjuro et qu'il aurait retrouvé les samouraïs grâce à l'aide de Bao Wang. Il confirme également plusieurs autres de mes théories, dont celle où Kanjuro serait toujours en vie et qu'il utiliserait l'apparence d'un tierce pour combattre les fourreaux rouges. Ce qui me conforte toujours à l'idée que le pansement sera le détail déterminant pour distinguer le vrai Kanjuro d'un leurre.
En effet, Kanjuro peut peindre un clone, mais il n'est pas improbable qu'il puisse se peindre lui-même et ainsi berner l'adversaire. Là est tout le principe du théâtre kabuki et du maquillage qui cache leur visage. En se transformant en lui-même, il parviendrait à créer une vraie confusion chez les vassaux d'Oden, ne sachant plus distinguer le vrai du faux. D'autant qu'ici, si Kanjuro venait à être blessé, du sang jaillirait contrairement à un clone d'encre. Le pansement à sa main droite risque donc d'être déterminant pour la suite, et percer à jour son déguisement. Autre détail important, la signification des œuvres de Kanjuro. Rappelez-vous, durant l'arc Zou, la peinture de Ryonosuke avait ému l'équipage des Mugiwara jusqu'à dresser une tombe en son honneur. De l'autre, avec cette cover, on peut voir deux petits oiseaux qui ne sont pas sans rappeler ceux de Kanjuro et qui ont servi à communiquer les informations à Orochi. Ce petit clin d'œil a donc permis à Oda de teaser dès la cover la présence de Kanjuro dans ce chapitre. Ces esquisses semblent donc être dotées d'une âme et de sentiments, et pourraient alors réserver une finalité inattendue au destin du grand peintre Kanjuro. Passons désormais au héros qui a permis de lever le voile sur Oden, Ashura Doji. Le titre du chapitre ne pouvait pas lui offrir plus d'honneur que ça, et je l'ai trouvé tout simplement incroyable, réfléchi, prudent, respectueux envers Oden, et surtout badass. Il a percé à jour par 2 fois les plans de Kanjuro, protégé les fourreaux et surtout Kinemon d'un coup de sabre et d'une explosion. Alors vraiment, je vois pas ce que je peux ajouter de plus à cette majestueuse scène que nous a offerte Ashura. Ce qui nous amène à cette dernière scène meurtrière et qui va probablement ouvrir un nouveau débat dans la communauté. Ashura Doji est-il vraiment mort? À nouveau, Oda joue la carte de la sécurité et des faux semblants. On sait à quel point les personnages ont du mal à mourir, la preuve avec les derniers chapitres, Hyogoro, Orochi, Kanjuro et même Oden, bien qu'il soit une peinture. Ashura n'a donc pas eu, à mon goût, une mort assez impactante. L'emblème des fleurs de Sakura du mont Atama n'a pas du tout été développé pour lui rendre hommage, ni même un petit flashback ou une phrase d'adieu typique d'un héros sur le point de quitter la scène définitivement. C'est pour toutes ces raisons que je serais assez déçue de le voir partir de cette manière. Donc pour le moment, je reste sur l'idée qu'il est toujours en vie. Du côté d'Inuarashi versus Jack, malgré l'humiliation d'Hemmings, c'est une très belle scène qui nous est offerte entre Jack et le roi de l'aurore. Les répliques données à chacun sont très intenses et à la fois respectueuses. J'ai vraiment apprécié la manière dont Inuarashi porte sur ses épaules ce combat et qui montre la détermination du duc. Il ne veut plus laisser un tel animal en liberté et veut l'empêcher de nuire. Une vraie métaphore quand on sait que Zou peut être vu comme le lieu où sont gardés les animaux en cage. Ce combat est donc censé déterminer qui est le grand vainqueur de ce duel et ne semble pas aller en faveur d'un Jack versus Sanji pour l'instant. Malgré tout, gardez à l'esprit qu'il n'est pas impossible que cet affrontement soit interrompu par un Tobiroppo. La place des calamités est toujours en jeu et un Tobiroppo assez malin pourrait simplement atteindre le moment opportun et profiter que Jack soit en mauvaise posture pour l'abattre en traître et ainsi gagner sa place de commandant auprès de Kaido. Ainsi, ces derniers événements autour des fourreaux rouges indiquent que désormais chacun d'eux devra se disperser et obtenir probablement un combat solitaire. Ashura est à terre, Inuarashi combat Jack et les autres partent à la recherche de Kanjuro et Momonosuke. En bref, Oda semble, comme je le pensais, ne pas avoir encore déterminé les combats de chacun et place à nouveau ses pions sur le jeu. Passé l'entracte des samouraïs, le saut temporel continue et nous offre une scène identique à celle qui s'est produite il y a 20 ans. Le château d'Onigashima est en feu et sonne le grand retour d'un personnage considéré mort par le public, Orochi Kurozumi. Il est en vie et projette de brûler tous les habitants de cette île pour asseoir sa vengeance, accompagné de Fukurokuju œuvrant à faire taire les sbires de Kaido pour rester le plus discret possible. Orochi jubile et nous offre un retour brûlant qui montre à nouveau que les Kurozumi ne sont jamais finis. Décidément, ces Kurozumi sont increvables, manque plus que le retour de la sorcière et c'est le jackpot. Pas de surprise de ce côté-ci non plus, c'est le jackpot des confirmations puisque comme je l'ai dit, il était évident pour moi qu'Orochi était toujours en vie et que la direction que prenait Fukurokuju était celle de son maître. Cependant, avec cette révélation, bien des choses sont à prendre en compte désormais. Car qui sera le véritable adversaire d'Orochi? Si nous nous basons sur la légende, le Yamata no Orochi fut vaincu grâce à l'épée sacrée Amano Abakiri, soit la même dont hérita Momonosuke Kozuki. Or, ce sabre ne se trouve ni auprès de lui, ni sur Onigashima, mais bel et bien aux côtés du Tengu, qui en est par ailleurs le créateur, tout comme la lame sacrée d'Enma. On ne sait que très peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il souhaite protéger la petite Otama, et c'est justement là
toute l'importance de ce détail. Le Tengu affirmait par le passé ne pouvoir quitter la forêt pour une raison qui nous est encore inconnue. Cependant, Otama a à présent rejoint la guerre, ce qui pourrait grandement changer la donne. Et plusieurs cas de figure s'offrent à nous désormais. Le premier, Hitetsu, rejoint Onigashima par le biais des airs grâce à ses ailes et protège cette enfant si précieuse à ses yeux. La seconde va nous permettre d'introduire un personnage capital, Iori Kozuki. En effet, si le Tengu ne peut pas protéger Otama, alors aurait-il confié cette responsabilité à quelqu'un d'autre comme il l'a fait par le passé avec Luffy. Iori l'aurait peut-être convaincu et lui aurait demandé de lui prêter la lame Ameno Abakiri pour la restituer à son frère. Ainsi, on comprendrait qu'Iori était bien le personnage mystère venu porter secours au fourreau rouge. Il n'est pas non plus incompatible que le Tengu ait accompagné Iori et que c'est lui qui ait pu l'amener jusqu'à Onigashima. Ce qui nous mène à la place d'Iori dans cette guerre. Nous savons qu'elle ne souhaitait pas prendre part à cette bataille de peur de gêner, mais a pourtant demandé à Zoro de la laisser tuer de ses mains Orochi. Aujourd'hui, cet homme est toujours en vie et Oda nous offre une configuration parfaite pour faire intervenir Iori dans cette équation. D'autant que, comme le suggère Goji, si Iori s'empare de la précieuse lame Ameno Abakiri, alors il est bel et bien possible qu'elle soit le véritable adversaire d'Orochi. Depuis enfant, elle voue une véritable haine envers cet homme, quand son frère, lui, haïssait Kaido. Elle ira jusqu'à orchestrer sa propre mort aux côtés de Denjiro sous l'apparence de Loiran. Je partage donc totalement l'avis de Goji sur le fait qu'elle semble la parfaite adversaire d'Orochi et incarnerait à la perfection la légende de Susanoo, dieu des tempêtes, ayant vaincu grâce à la lame Ameno Abakiri le terrible Yamata no Orochi. Malgré tout, on n'est pas en mesure de déterminer si Iori maîtrise le maniement du sabre. Il se pourrait donc que d'autres protagonistes se joignent à elle durant ce combat. Le premier auquel j'ai pensé, Sanji, qui contrairement à son ennemi juré Zoro, n'a pas eu la chance de la connaître davantage. Ça lui donnerait une parfaite occasion de se retrouver à nouveau dans un scénario de chevalier volant au secours d'une demoiselle en détresse. Il se trouve d'ailleurs dans le bon périmètre puisqu'il hésitait à aider les fourreaux rouges ou Momonosuke. Sa destinée féminine le récompensera et tombera alors sur le mystérieux personnage qui a porté secours aux fourreaux rouges. Iori. Malgré ça, je vois pas vraiment l'intérêt pour Sanji d'affronter Orochi. Ce qui m'amène à deux autres personnages, Kawamatsu et Denjiro. Au moment où Iori révélait sa véritable identité à Orochi, ce dernier pourrait vouloir la tuer. Et c'est alors qu'apparaîtraient ses sauveurs d'autrefois, Kawamatsu et Denjiro. Leur présence pourrait se justifier par le fait que Kawamatsu ait reconnu Iori comme étant la personne qui les a secourus. Ça expliquerait pourquoi, à ce moment précis, il disait que ce n'était pas possible et qu'il s'agissait d'un rêve. Quant à Denjiro, il serait uniquement là dans le cas où Kawamatsu lui aurait fait part de ce détail. Il tient après tout une grande place dans l'intrigue entre Orochi et Iori. Il est son ancien vassal qui l'a trahi et a pris soin d'Iori durant 20 ans, l'amenant à devenir Loiran. Enfin, on pourrait ajouter Raizu qui les aurait accompagnés pour affronter Fukurokuju avec qui il entretient un lourd passif. Pendant que Kinemon affronterait Kanjuro, le duel des deux frères devenus les pires ennemis. Ainsi, les fourreaux rouges se partageraient par groupe pour venir en aide aux enfants Kozuki. Enfin, un dernier personnage insoupçonné pourrait venir en aide à Iori, la calamité Queen. N'oubliez pas, c'est après tout un grand fan de Loiran qui a eu le cœur brisé en apprenant sa mort. S'il apprenait qu'elle est toujours en vie, ça renverserait la donne et amènerait Queen à extirper Iori des griffes du Yamata no Orochi. Dans tous les cas, le retour d'Orochi marque le début d'une nouvelle guerre et pourrait cette fois-ci mener au vrai dénouement final pour ce personnage. Yamato et Momonosuke poursuivent leur route après que le jeune Kozuki ait repris son apparence humaine. Comme il explique, il parvient aujourd'hui à maîtriser davantage sa transformation. Ce à quoi Yamato indique qu'il semble posséder un pouvoir similaire à son père, et ça les aiderait grandement s'il parvenait à se transformer en un tel monstre. Mais c'est au sujet de Luffy qu'elle s'inquiète davantage. Elle souhaite le rejoindre pour vaincre son père en tant qu'Oden Kozuki. Momonosuke lui répond alors que malgré que Luffy soit plus affaibli, il semble aller bien. Shinobu est choqué et ne comprend pas comment il parvient à dire ça avec certitude. Et c'est sur ces quelques cases que se clôt cette scène qui laisse une grande interrogation au sujet du pouvoir que dévoilera Momonosuke à l'avenir. Concernant sa faculté à connaître l'état de santé de Luffy, c'est terriblement intriguant. Mais une chose pourrait l'expliquer. Son haki mêlé à la voix de toute chose. Ce même don qui lui permet de communiquer avec Tsunesha et qui aujourd'hui lui donne la capacité d'entendre l'environnement qui l'entoure et percevoir avec exactitude l'état dans lequel se trouve Luffy. Dans tous les cas, il s'agit d'un pouvoir extrêmement puissant et qui prouve à nouveau que Momonosuke évolue et gagne en force. Ce
Ce qui nous amène à la dernière révélation, Momonosuke pourrait obtenir une puissance comparable à celle de Kaido. Je vous prépare une théorie à ce sujet, alors je n'en dis pas plus, sachez simplement que j'ai travaillé très dur et j'espère que vous serez au rendez-vous. Nous atteignons les derniers remparts de ce chapitre, où l'on retrouve nos supernovas faisant toujours face à nos deux empereurs. Kaido est désormais paré de son ultime forme hybride, tout comme Big Mom qui s'est enflammé de ses 3 Onis. Les 10 minutes ne sont pas écoulées et Luffy n'a toujours pas repris possession de son gear. Malgré ça, il maintient que Kaido n'est qu'un humain comme eux et tente inlassablement de l'attaquer, mais en vain. Pourtant Mama l'avait prévenu par le passé, vous ne viendrez pas à bout de cette chose. Nos 5 rookies sont en difficulté et comprennent que la partie est loin d'être gagnée. Tant que ces deux-là seront ensemble, ils ne pourront pas les vaincre. Ils souhaitent établir une nouvelle stratégie et séparer nos deux Yonko. Kid conclut alors que les voir tous les deux côte à côte, c'est une vision d'enfer. Et c'est sur une magnifique double page que le rideau va se clore avec une tension à son paroxysme entre l'homme aux 100 bêtes et le futur roi des pirates. Luffy déclare qu'il a déjà traversé l'enfer plus d'une fois et il le maîtrise désormais. Les flammes entourent le visage de Kaido, chapeau de paille, cette lueur dans tes yeux ne meurt jamais. Cap de fin, rendez-vous la semaine prochaine. Nous revoilà de retour au dôme, la forme hybride de Kaido est démoniaque à souhait, tout comme Mama qui paraît psychédélique. Je n'ai plus qu'une hâte, c'est de les voir à l'œuvre et je n'ose imaginer à quel point ils vont rouster les supernovas, ça va juste être ouf. Mais on peut voir en tout cas au niveau de son aspect que ses cornes ne font plus qu'un avec son visage. Ses dents et ses mains sont acérées et rappellent d'ailleurs beaucoup celles de Yamato lors de sa transformation. Des écailles recouvrent désormais ses 2 bras et son visage et une queue lui a poussé. Un très beau design, il est juste hyper flippant et incarne une véritable bête. J'attends juste l'anime pour voir cette masterclass en couleur. Passé les détails et esthétiques, passons désormais à la partie théorique. Avec le pan qu'ont établi les rookies, ils souhaitent séparer Mama de Kaido, ce qui semble être un très bon choix parce que soyons sincères, Oda ne pourra pas continuer à jouer à ce petit jeu du chat et de la souris encore bien longtemps. On est face à 2 ex-membres des Rocks et il serait temps pour les fans d'avoir un vrai combat et d'observer toute la grandeur de leur puissance. Mais alors, qui seront les adversaires de Big Mom? Le premier auquel j'ai immédiatement pensé a été Law, pour sa référence aux 2 batailles napoléoniennes, Waterloo et Trafalgar, puisque Napoléon étant, je le rappelle, le couvre-chef de Mama. Deuxième idée, les Mugiwara pourraient rejoindre le combat, ce qui permettrait à Nami de récupérer Zeus au passage. Mais pour le moment, chacun d'eux affronte un Tobiropo, donc si les combats changent, pourquoi pas. Enfin, la troisième, Mama perd de nouveau la mémoire et en voyant Otama se mettrait de son côté et ferait de notre impératrice une alliée de choix. Ici, je n'ai donc pas d'avis définitif parce que les 3 idées se tiennent et se valent. Dans tous les cas, Big Mom reste puissante et je vois mal 1 ou 2 supernovas tenter de la vaincre. D'autant que, je le rappelle, c'est toujours Luffy qui abat les ennemis et non les personnages secondaires. Cette guerre est loin d'être gagnée et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir à l'œuvre la véritable puissance de nos empereurs au combat.